Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de koh les 4 terres, la 21e saison classique de koh. Donc ça va être l'occasion pour moi de revenir un peu sur la saison, donner mon avis général, donner également les forces et les faiblesses de la saison à mes yeux, et puis parler un peu du parcours des différents aventuriers, quels sont les aventuriers que j'ai appréciés, quels sont ceux que j'ai moins appréciés, et quels sont ceux que je vois revenir dans de futures saisons de koh. Alors, on va commencer par mon avis général sur la saison, et c'est une saison que j'ai plutôt appréciée, je l'ai même plus appréciée que la saison précédente qui était l'île des héros, que je n'avais pas détesté, mais qui pour moi souffrait vraiment de grosses faiblesses, et notamment du point de vue de certains choix de la production. Là j'ai trouvé que cette saison, la plupart des twists qui avaient été introduits avec la saison, notamment les 4 équipes, avaient été plutôt bien gérés par la production. Donc là ça tire vraiment la saison vers le haut. Je trouve qu'on a eu aussi une très belle gagnante en la personne d'Alexandra, donc tout ça c'est des points qui font que cette saison pour moi est une saison plutôt satisfaisante, plutôt vraiment dans le haut du panier des saisons récentes, des saisons qui ont été produites donc par Alexia Laroche-Joubert, pour rappel qui était arrivée sur koh en 2016 avec l'île au trésor qui pour le coup se situe vraiment dans le bas du panier. Mais donc c'est une saison, voilà, je n'ai pas fait de classement disons des saisons, et peut-être que je ferai un jour un classement de mes saisons préférées de koh ou non, mais cette saison je dirais s'approche du top 10, voire même pourrait grappiller quasiment une 10e place. Donc c'est une saison vraiment qui est plutôt voilà dans la moyenne haute pour moi des saisons de koh, même si ça a été une saison plutôt inégale, et je vais y revenir dans les forces et les faiblesses de la saison. Mais voilà, c'est une saison que j'ai beaucoup appréciée à ses débuts, que j'ai aussi appréciée à plusieurs moments dans la partie post-réunification, mais qui a vraiment connu des hauts et des bas avec d'excellents épisodes, et d'autres épisodes franchement plus décevants, donc ça tire forcément la saison vers le bas, et ça donne un sentiment un peu plus mitigé pour ce qui est de la saison en général, même si ça reste pour moi une saison plutôt positive. Je trouve qu'il y a quand même quelques faiblesses qui empêchent à cette saison vraiment d'atteindre le top du top des saisons de koh. Alors on va maintenant un peu plus rentrer dans les détails et parler des forces et des faiblesses de la saison. Donc en ce qui concerne les forces, les points positifs de la saison, tout d'abord c'est une saison avec un twist intéressant, le twist des 4 équipes, même si ce twist s'est peut-être avéré un peu décevant, notamment dans la deuxième partie de la saison, mais ça j'y reviendrai dans les faiblesses. C'était un twist intéressant, ça nous a permis d'avoir 24 candidats en début d'aventure, ce qui pouvait être une crainte parce que ça faisait beaucoup d'aventuriers. Et au final, même si la production n'a pas forcément toujours bien géré le temps de présence à l'écran de tous les aventuriers, on peut penser notamment à une Ava qui a été beaucoup mise de côté par la production, globalement le bilan est vraiment positif parce que la production a tout de même réussi à faire exister plus ou moins ces 24 aventuriers, même dans le début de la saison, donc ça c'est vraiment un point positif. On a vu quasiment toutes les équipes à égalité, sauf l'équipe du Sud qu'on a quand même moins vu, mais ce qui s'explique par le fait notamment que les sudistes se soient fait éliminer plus tôt, qu'on ait aucun aventurier de l'équipe du Sud par exemple en finale. Donc ça peut s'expliquer, et globalement je trouve que voilà le montage a été plutôt bien géré, on a réussi à vraiment voir ces 4 équipes exister avec chacune leur identité. Alors certes, le twist des régions n'était pas forcément utile et a pu par moments un peu apporter une certaine lourdeur à la saison avec l'insistance sur chacune des régions qui n'avait pas forcément de sens, mais ça n'a pas, je trouve, vraiment handicapé la saison. C'était un gimmick qui finalement n'a ni servi ni handicapé la saison, et finalement voilà, ce n'était pas si gênant que ça. C'était vraiment ce twist des 4 équipes qui était le plus important, et ça nous a apporté une première phase pré-réunification que j'ai trouvé très dynamique, très intéressante. C'était même sans doute la phase que j'ai préférée dans cette saison. On a eu 4 épisodes vraiment pas mauvais. Alors il y en avait de mémoire, il y en avait un qui était un peu moins bon, c'était l'épisode
2 qui traînait un peu, mais globalement on a vu un lancement plutôt positif et surtout des épisodes 3 et 4 vraiment excellents, notamment l'épisode 4 qui reste à mes yeux le meilleur épisode de cette saison, hein. Si vous en rappelez, c'était l'épisode avec les 3 conseils, on avait eu ce fameux blindside notamment de Mathieu. C'était un épisode qui était très dense, vraiment excellent, sans doute un des meilleurs épisodes qu'on a eu depuis plusieurs saisons, hors épisode vraiment spécial, c'est-à-dire épisode de lancement, final, épisode de réunification, épisode des binômes. Pour un épisode entre guillemets lambda, classique, même s'il y avait cette histoire de triple conseil, c'était vraiment un épisode excellent comme on n'en a pas eu, je trouve, depuis plusieurs années. Peut-être, allez, disons qu'il y avait peut-être un ou deux épisodes de la guerre des chefs qui étaient à ce niveau-là, mais globalement, voilà, je trouve que c'est vraiment un épisode excellent et qui a, pour moi, vraiment mis cette saison à un niveau excellent, et cette phase pré-réunification comme étant parmi les meilleures pré-réunifications de l'histoire de Koh-Lanta. À noter également cette saison, et moi c'est un critère qui est très important pour ne pas dire le plus important pour moi, on a eu un relativement bon casting avec de fortes personnalités, je l'évoquais déjà en début de saison, et ça s'est confirmé. Je pense à des personnes comme Adja par exemple, qui s'est vraiment révélée être aussi divertissante qu'on aurait pu l'imaginer, mais d'autres qui ont été plus des révélations comme Alexandra, qu'on pouvait trouver un peu risible, notamment dans son portrait en début de saison, même lors du premier épisode, mais qui, voilà, au fur et à mesure de la saison, s'est vraiment révélé, a révélé tout son potentiel. Je pense également à un aventurier comme Aubin, que personnellement je n'attendais vraiment pas en début de saison, et qui s'est avéré intéressant, même s'il n'est pas resté très longtemps dans l'aventure. Donc voilà, il y a plusieurs, je trouve, profils vraiment particuliers, originaux et intéressants. Je parlais justement du cas Alexandra, qui est vraiment un cas unique, hein. On n'a jamais eu de personnage comme Alexandra dans l'aventure, et donc ça, ce sont de vraies bonnes trouvailles de casting qui, je trouve, tirent la saison vers le haut. Mais donc, au-delà des fortes personnalités dans ce casting, ce qu'il y a à noter également d'intéressant, c'est qu'on avait globalement beaucoup d'aventuriers sympathiques. Alors ça a quelques problèmes, et j'y reviendrai dans mes points négatifs, mais globalement je trouve que le fait d'avoir des aventuriers aussi sympathiques, ça aide aussi à s'investir dans une saison, parce qu'évidemment si vous ne soutenez personne, si aucun des aventuriers ne vous plaît, vous ne pouvez pas vraiment apprécier une saison, même si elle est intéressante sur le plan stratégique, sur le plan du jeu, sur le plan des épreuves. Si vous ne soutenez pas un aventurier, forcément vous allez avoir beaucoup de mal à vous investir dans une saison. Et là, cette année, il y avait un certain nombre d'aventuriers qui étaient vraiment sympathiques. Alors c'est aussi un problème parce comme il y avait plusieurs aventuriers qui étaient vraiment sympathiques, c'était difficile de réellement soutenir une seule personne, mais d'un autre côté, ça donnait une saison qui était quand même satisfaisante dans le plan du déroulé, même si voilà, il y a certains aventuriers que j'aimais beaucoup qui sont partis assez tôt. On avait quand même, notamment je regardais en finale, les 5 personnes qui étaient en finale, ça ne m'aurait pas dérangé que chacun des 5 gagne l'aventure, même si évidemment j'avais mes préférences. Je trouvais que les 5 aventuriers qui étaient parvenus là étaient soit très sympathiques et quelque part, voilà, j'aurais aimé les voir gagner rien que grâce à leur caractère et à leur sympathie. Je pense à quelqu'un comme Loïc, ou alors avaient vraiment mérité leur place et avaient vraiment mené un jeu excellent. Je pense notamment à Lola. Donc c'est le fait d'avoir autant de candidats sympathiques, ça permet aussi d'avoir quand même un sentiment de satisfaction à la fin, puisqu'on avait quand même des candidats arrivés en finale qui étaient tous intéressants. Et globalement, d'ailleurs, dans le casting en général, à part 2 ou 3 personnes, on avait quand même beaucoup de bienveillance, et ça fait aussi du bien de voir ça dans Koh-Lanta, même si j'aurais quelque chose à y redire dans la partie points négatifs. Alors évidemment, et j'y reviendrai dans les points négatifs, hein, on n'a pas échappé à certaines erreurs de casting, entre guillemets, mais globalement je trouve vraiment que les aventuriers qui ont été réunis pour cette saison étaient vraiment excellents. Une aventurière évidemment que je n'ai pas nommée, mais ça va me permettre de faire la transition avec mon point suivant, c'est Lola. Lola que personne n'attendait non plus, notamment sur le plan stratégique, et qui a vraiment tiré cette saison vers le haut sur le plan stratégique. Alors certes, la stratégie n'était sans doute pas le point fort de cette saison, hein, contrairement à une saison comme la guerre des chefs par exemple, et ça j'y reviendrai dans mes points négatifs, mais Lola nous a quand même offert de beaux moments, de beaux coups stratégiques, hein, bien meilleurs que par exemple dans la saison précédente qui était l'île des héros. Lola s'est très bien débrouillée, notamment avec ses colliers, même si elle a commis des erreurs, globalement elle a été assez intelligente, elle a réussi à plutôt bien maîtriser son jeu.
Donc voilà, c'est aussi un des personnages qui a permis de tirer cette saison vers le haut. À noter également dans les points positifs cette saison, les épreuves collectives. Je reviendrai dans les points négatifs sur les épreuves individuelles, mais les épreuves collectives, je les ai trouvées vraiment intéressantes cette saison. On a eu plusieurs nouveautés, mais on a eu globalement, je trouve, des épreuves qui permettaient vraiment à chacun de s'illustrer. On a vu qu'une personne comme Alexandra, qui même si elle était plutôt quand même forte sur le plan physique, hein, on l'a vu dans plusieurs épreuves, c'est surtout illustré de par les parties de réflexion, de par les puzzles, et ça c'est vraiment des épreuves qu'on ne voyait pas ou peu dans les saisons précédentes, ou en tout cas si on remonte un peu plus loin dans l'histoire de Koh-Lanta. Et autant dans la partie individuelle je suis moins friand de ce type d'épreuve, autant dans la partie collective j'aime bien justement qu'il y ait différentes étapes lors des épreuves et que chacun puisse s'illustrer, voilà, qu'il y ait des étapes plus physiques pour les personnes justement mais qui sont venues voilà pour vraiment s'affronter sur le plan physique, et qui puissent voilà du coup s'illustrer dans ce type d'épreuve, et en tout cas ce type de partie d'épreuve, mais qu'il y ait également des phases plus voilà de réflexion, d'adresse, des choses qui d'équilibre aussi par exemple, enfin des choses qui permettent à d'autres aventuriers qui ne sont pas forcément venus pour se mesurer en tant que sportif de s'illustrer et prouver que voilà, être un aventurier dans Koh-Lanta, ce n'est pas seulement être fort purement physiquement, en tout cas sur le plan de la force brute, sur le plan de la vitesse, sur le plan voilà disons de la dimension athlétique des aventuriers, c'est aussi être capable voilà de gérer d'autres épreuves, d'autres types de challenges, d'autres types de défis, et notamment les parties de réflexion, les parties voilà d'adresse, d'équilibre, comme je le disais. Donc ça, j'aime assez que justement les épreuves en équipe soient équilibrées pour permettre à chacun de s'illustrer. Enfin, à noter également dans les points positifs, c'est les quelques autres twists en dehors justement des 4 équipes. Alors je reviendrai sur le cas de l'île de l'exil qui est dans les points négatifs, mais en dehors de ça, j'en parlais, hein, je disais que l'épisode 4 avait été excellent, et c'est notamment grâce à ce twist du triple conseil, et en particulier du double conseil, du conseil simultané qu'on n'avait jamais eu dans Koh-Lanta, et c'était intéressant voilà d'avoir ce type de nouveauté, alors qu'il y a une nouveauté ponctuelle, mais qui est vraiment inédite dans Koh-Lanta et qui permet d'apporter vraiment de nouvelles dynamiques tant pour les aventuriers que pour les téléspectateurs. Je pense également à l'épreuve de confort qui avait été disputée donc avec 3 objectifs, si vous vous en souvenez, hein, c'était l'épreuve où il fallait tenir en équilibre des poteries au bout d'une planche. Et cette épreuve permettait aux aventuriers de choisir une des 3 récompenses qui étaient proposées. Et donc ça a amené un peu de stratégie dans les épreuves. On avait notamment une Lola qui s'était battue pour l'indice du collier d'immunité, pour justement ne pas que les gens la soupçonnent d'avoir un collier d'immunité alors qu'elle en avait déjà un. Donc c'était voilà plusieurs petites innovations qui ne sont pas forcément des twists majeurs de la saison, mais qui je trouve participent vraiment à faire de cette saison une saison intéressante et une saison particulière avec plusieurs innovations donc qui font que cette saison se démarque un peu des autres. On va s'intéresser à présent aux points négatifs de la saison, à commencer par la deuxième partie de la phase pré-réunification que personnellement je n'ai pas trop appréciée, donc la partie où on est revenu à 2 équipes. Non seulement j'ai trouvé que cette partie se traînait un peu, alors on avait des épisodes moins bons, mais quelques épisodes qui étaient un peu meilleurs, je pense notamment de mémoire à l'épisode juste avant la réunification qui était tout de même intéressant. Mais globalement voilà, c'était retomber disons dans les travers de Koh-Lanta, dans les facilités avec une équipe rouge contre une équipe jaune, et un peu voilà des choses qu'on avait déjà vues et revues, donc c'était forcément moins intéressant à suivre. J'ai trouvé aussi que le rythme avait un peu plongé à ce moment-là, parce que forcément passer de 4 équipes et donc 4 possibilités qu'il se passe des choses intéressantes donc sur chacun des 4 camps, on passait simplement à donc 2 équipes, et donc moins de tension forcément, en tout cas moins de diversité dans les interactions que vous pouvez voir entre les candidats, moins de particularisme sur chacun des camps, donc ça c'était un peu dommage. D'un autre côté, ça a permis aussi une forme de pré-réunification avec quelques petites stratégies qui se sont mises en place dans cette partie-là. Elle était un peu courte pour réellement qu'on voit comment ça allait se dérouler un peu plus, parce qu'on a eu, je crois, 2 conseils pour l'équipe rouge et 1 conseil pour l'équipe jaune, donc finalement, voilà, c'était un peu les cibles faciles qui ont été éliminées. Cela étant dit, je me rappelle que le deuxième éliminé rouge était assez intéressant, enfin
le conseil qui avait précédé donc l'élimination, pour rappel, de Sébastien, était assez intéressant. On a vu des tractations, on a vu voilà un peu de tension également et un peu de stratégie, et c'était assez intéressant. Donc malheureusement, évidemment, il n'était pas possible de continuer cette phase de pré-réunification, parce qu'on arrivait déjà à l'épisode 8, je crois, hein, au moment de la réunification. Mais voilà, c'était dommage que cette phase ne prenne pas le temps réellement de monter en puissance avec peut-être plus de stratégie, plus de jeu, du fait que voilà, on doit éliminer non plus les cibles faciles, mais des personnes mieux intégrées à la tribu. Mais forcément, voilà, le fait qu'on ait eu que 3 épisodes sur cette phase-là fait que cette partie-là n'a pas eu le temps de réellement monter en puissance, et donc on a eu des épisodes que j'ai trouvé moins bons globalement dans cette phase-là. À noter également dans cette phase pré-réunification, l'île de l'exil, ou plutôt l'îlot de l'exil, comme il avait été nommé, qui finalement n'aura vraiment pas servi à grand chose, hein. Il n'aura été utilisé finalement que durant 4 épisodes, et n'aura vraiment pas apporté grand chose. Moi j'avais par exemple l'espoir qu'il apporte davantage de survie dans cette saison. Alors je trouve qu'on a eu un peu plus de survie dans cette saison, même si ce n'était pas forcément intéressant, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les points positifs. Je ne le compterai pas non plus dans les points négatifs, mais globalement je pensais que cet îlot pouvait apporter de la survie un peu intéressante, voir les aventuriers vraiment peiner sur cet îlot et devoir trouver voilà des moyens de vraiment de rester solidaire. Et finalement ça n'a pas vraiment été le cas. On a eu très peu de séquences sur cet îlot, mais globalement voilà, c'est une nouveauté qui n'a vraiment pas été intéressante et qui nous a été, je trouve, un peu survendue avant l'aventure. À noter également dans les points négatifs, et c'est un peu le pendant, le revers de la médaille justement du fait qu'on ait un casting aussi sympathique, c'est qu'il manquait réellement des gros méchants, je trouve, ou des vrais héros entre guillemets notamment dans la phase post-réunification. Assez vite on a eu des aventuriers par exemple comme Adja, qui avait vraiment un potentiel de vraie vilaine dans le vocable de Survivor, hein, comme on l'aurait nommé, donc de vraie méchante, et qui finalement a été sorti très très vite. Et on s'est assez vite retrouvé avec des personnes qui étaient en fait toutes assez sympathiques, ou même si elles n'étaient pas forcément les plus sympathiques. Moi par exemple je n'étais pas forcément très attaché à une Angélique. Voilà, ce n'est pas des personnes qui étaient foncièrement méchantes ou qui faisaient de grosses stratégies, qui s'alliaient voilà pour éliminer disons des personnes héroïques ou des personnes qui étaient particulièrement appréciées du public. Donc finalement, voilà, on avait un peu cette sensation que la saison, bien que sympathique, manquait un peu d'un élément perturbateur pour réellement que la saison s'enflamme, pour que la saison ait plus d'intérêt et pour qu'on soit plus passionné par la saison. Alors il y avait ce potentiel-là avec un Brice notamment, et je pense que si Brice avait remporté la saison, on aurait eu justement une saison bien plus intéressante, parce que on aurait eu, alors personnellement j'étais très content de la victoire d'Alexandra, mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je pense que le montage aurait été très différent, et que Brice aurait été bien plus héroïsé, qu'on aurait eu bien plus une histoire voilà d'un Brice qui vraiment se bat contre les éléments et parvient à gagner, à remporter l'aventure en ayant été vraiment dans l'infime minorité, en s'étant sauvé au dernier moment. Finalement, Brice, quand on y réfléchit, il a eu un parcours très similaire à celui d'un Théura, c'est-à-dire un parcours où il s'est retrouvé en minorité à la réunification, et où il a réussi à se sauver par différents stratagèmes, notamment en gagnant une immunité cruciale. En plus de cela, je dirais que Brice a vraiment usé de la stratégie comme justement Théura ne l'avait pas vraiment fait, ou pas autant fait en tout cas. Donc Brice avait vraiment des arguments pour être ce héros qui aurait vraiment donné plus de saveur à la saison. Mais comme il était finaliste perdant, alors c'était aussi le cas de Théura, mais Théura était tellement quelqu'un de positif que c'était difficile réellement de ne pas l'héroïser dans sa première saison. Et pour rappel, hein, si vous retournez voir Raja Ampat, il n'était pas tant héroïsé que ça, Théora, à l'époque, hein. Il l'était, mais sans doute moins qu'il ne l'aurait été s'il avait remporté la saison. Là, Brice a eu beaucoup plus de négatifs dans justement toute son aventure. On l'a vu plus colérique, capricieux, et ça c'était notamment dû au fait que voilà, il allait finalement perdre l'aventure, et donc il ne fallait pas que le téléspectateur s'attache trop à lui ou veuille trop le voir gagner, parce que dans ces cas-là, le téléspectateur forcément aurait été déçu. Donc ça peut se comprendre, mais d'un autre côté, c'est dommage parce qu'il avait vraiment une belle histoire, notamment dans la deuxième phase post-réunification, où on l'a vu vraiment se battre
et notamment remporter une immunité cruciale qui lui a permis de sauver sa tête et ensuite renverser complètement l'alliance en faisant une alliance de garçons. Donc il a vraiment une belle histoire de underdog qui arrive à se sauver et à atteindre la finale, mais son statut de finaliste perdant forcément l'a rendu moins sympathique avec le montage, puisque le montage était orienté du coup pour moins nous le rendre sympathique, et donc a empêché de donner cette saveur un peu particulière à la saison, comme pouvait l'avoir par exemple Raja Ampat, avec ce héros qui se bat contre les éléments pour atteindre la finale. Un des problèmes également associés à ce casting extrêmement sympathique, c'est qu'on a eu finalement assez peu de stratèges assumés. Alors on a eu quelques stratégies intéressantes, mais globalement les aventuriers étaient sans doute un peu trop gentils les uns avec les autres, ou en tout cas avaient trop peur de réellement prendre des décisions. Je l'ai assez dit notamment avec un Dorian. Ils avaient assez peur de faire des big moves, des gros coups justement pour sortir par exemple un Loïc qui était une vraie menace. Ou alors autre chose, un autre coup, mais en tout cas je trouve que ça manquait un peu justement de personnes avec un peu plus de vices, ou même sans vices, qui aient une vision disons à un peu plus long terme, qui ne voient pas forcément le conseil suivant, mais qui vont un peu plus loin que le bout de leur nez. Alors ça c'est aussi peut-être dû à un autre défaut de la saison qui était le nombre d'épreuves éliminatoires. On a eu 2 épreuves éliminatoires post-réunification, ce qui forcément à chaque fois empêchait les aventuriers qui ne sont pas idiots, ils devaient se douter qu'il y avait ce type d'épreuve qui allait arriver, et donc ça les empêchait peut-être de faire des plans à plus long terme parce qu'ils ne savaient pas lequel de leurs alliés serait éliminé. Je pense que ça a refroidi notamment pas mal de monde de voir un Bertrand Camel éliminé, parce que personne ne se doutait que Bertrand Camel serait éliminé sur une épreuve éliminatoire. Et le voir éliminé comme ça, je pense que ça a forcément fait réaliser à beaucoup de gens que finalement leurs alliés pouvaient être éliminés sur ce type d'épreuve, même s'ils paraissaient justement comme étant de grands compétiteurs, ou des personnes en tout cas qui ne perdraient pas sur ce type d'épreuve. Donc ça a dû un peu refroidir les gens. Et c'est un peu dommage, je trouve. Donc ça, c'était un des points faibles pour moi de la saison, le fait qu'il y ait 2 épreuves éliminatoires post-réunification. Pour moi, il devrait au maximum y avoir une épreuve éliminatoire, sachant qu'en plus, je ne le mentionne pas, mais évidemment, l'orientation est également une épreuve éliminatoire. En plus, elle élimine 2 personnes, maintenant que l'orientation est à 5. Donc au final, 4 personnes sont sorties sur des épreuves éliminatoires durant cette saison. Pour moi, c'est beaucoup trop. On devrait justement limiter ce type d'épreuve, parce que ça peut être intéressant pour apporter un peu de piment à une saison, mais ça peut également justement, je pense, limiter la saison sur le plan stratégique, et on l'a vu notamment cette saison. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, on a eu malheureusement, je trouve, en dehors justement de la toute première partie d'aventure, on a eu quelques beaux coups stratégiques, comme les coups justement d'Estelle et de Aubin avec leur collier. Finalement, ensuite, la saison a un peu plus ronronné, disons, elle était un peu plus en pilotage automatique, avec des aventuriers qui, faisaient les choix faciles et éliminaient un peu les personnes faciles. Finalement, on a assisté presque à une forme de pagonging déguisé, puisque pour rappel, en dehors donc de Brice, les derniers aventuriers étaient tous des membres de l'équipe jaune. Alors certes, ce n'est pas forcément gênant, d'excellentes saisons, je pense à par exemple à Raja Ampat, qui est aussi une forme de pagonging déguisé, mais finalement c'est tout de même, je trouve, un peu décevant pour une saison qui promettait beaucoup plus justement de tractation et de complots stratégiques, d'alliances transcouleurs, comme justement ça avait été le cas par exemple dans la guerre des chefs, alors qu'on avait 3 tribus. Là, avec 4 tribus, on pouvait s'imaginer qu'on allait avoir plus justement de tractation stratégique. Ce n'est pas arrivé, du fait de 2 choses. Déjà du fait du casting, comme je l'ai dit, le casting était plutôt un argument positif, mais globalement je trouve que les personnes qui étaient intéressantes stratégiquement, comme un Aubin par exemple, ou même, malgré le fait que je ne l'aime pas, un Adrien qui voulait jouer stratégiquement, finalement se sont retrouvés à être éliminés assez tôt dans l'aventure, avant la réunification. On a une Adja également qui était prête à trahir beaucoup de gens et qui finalement a été très vite éliminée durant l'épisode de la réunification. Donc toutes les personnes qui étaient prêtes finalement à jouer réellement stratégiquement ont très vite été éliminées, ce qui a laissé le champ libre à une Lola pour s'exprimer. Mais Lola a vraiment été la mastermind. Alors même si elle a commis beaucoup d'erreurs, elle n'est sans doute pas aussi géniale qu'on pourrait l'imaginer. Et comme je le disais déjà dans un précédent débrief, elle a beaucoup été aidée par une Angélique qui, elle, raisonnait beaucoup moins à l'affect et avait la tête froide, et je pense que ça a beaucoup plus été un duo que le montage n'a voulu nous le montrer. Le montage a beaucoup plus insisté sur Lola, alors que Angélique était sans doute une
part vraiment importante de ce duo et de ses moves stratégiques. Mais finalement, je trouve que sur le plan stratégique, en dehors de Lola, ça a été assez faible en termes de jeu, ce qui est dommage, étant donné qu'on avait justement 4 équipes en début d'aventure. Et comme je l'ai dit, le fait justement d'être passé de 4 à 2 équipes a forcément un peu mis un coup de frein au jeu stratégique, et alors qu'on aurait pu avoir justement 4 alliances potentielles et justement des alliances transcouleurs, finalement on a eu 2 tribus, une tribu jaune, une tribu rouge, et une tribu jaune qui a plus ou moins décimé la tribu rouge, même s'il y a eu quelques aléas, quelques surprises entre temps. Finalement c'est plus ou moins un pack monging déguisé auquel on a assisté. Enfin, et pour terminer sur les points négatifs, les épreuves individuelles de cette saison m'ont un peu déçu. Alors certes, on a eu quelques bonnes surprises, hein, notamment le retour du koala dorsal, qui est une épreuve vraiment mythique. Hein. Pour rappel, elle n'avait été disputée sous cette forme que durant la saison 7. Elle avait également été disputée, mais sous forme d'épreuve éliminatoire, du coup, dans la revanche des héros, dans le premier épisode de la revanche des héros. Mais c'était vraiment très sympathique de revoir cette épreuve-là. Malheureusement, je trouve que dans la partie post-réunification, on a eu assez peu d'épreuves, moi que j'aime beaucoup, ces épreuves de résistance, vraiment de dépassement de soi, qui ne favorisent pas forcément justement les plus forts ou les plus athlétiques, qui vraiment se jouent au mental. Et en dehors justement des 2 épreuves qu'on a eues dans la phase pré-réunification, ce qui est quand même un comble, hein, parce que cette phase pré-réunification normalement est celle des épreuves par équipe, mais on a eu 2 épreuves individuelles qui étaient celle donc des bambous et celle du koala dorsal, qui étaient vraiment intéressantes. Mais en dehors de ça, ensuite on a eu assez peu d'épreuves de résistance. À vrai dire, je n'en vois qu'une, je crois, qui a été remportée par Lola, à savoir celle des trapèzes. Mais en dehors de ça, on n'a même pas vu par exemple le paresseux dans cette saison, ce qui est vraiment dommage, parce que pour moi c'est vraiment une épreuve mythique, une des épreuves les plus mythiques de Koh-Lanta. On n'a pas non plus l'étoile, alors certes on l'a vu l'année dernière, elle est moins mythique quand même que l'épreuve justement du paresseux, mais voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas eu, je trouve, plus d'épreuves de résistance. Je trouve aussi dommage qu'on n'ait pas eu plus d'épreuves physiques, parce qu'en dehors justement du parcours du combattant, et à la rigueur de l'épreuve des sacs, mais l'épreuve des sacs est un peu particulière, surtout est encore très biaisée par le fait qu'on doive aujourd'hui donner tous ces sacs à une seule et même personne, ce qui forcément empêche un peu voilà d'avoir un réel affrontement équilibré entre les différents aventuriers. On a eu finalement assez peu d'épreuves purement physiques, on a eu beaucoup d'épreuves un peu avec des phases de logique, alors certaines étaient intéressantes, je pense notamment à l'épreuve des binômes qui avait été remportée par Loïc et Alexandra à l'immunité, donc si vous en rappelez, on devait à 2 transporter des palets puis ensuite les lancer pour les positionner sur différents socles. C'était une épreuve que j'avais plutôt appréciée pour le coup. Mais je trouve que voilà, il y a assez peu d'épreuves finalement classiques de Koh-Lanta. On n'a pas eu non plus la dégustation, qui pour le coup n'est vraiment pas une épreuve qui favorise particulièrement les aventuriers, disons les plus costauds. Donc c'est une épreuve qui est pourtant plutôt équitable et normalement plutôt équilibrée, qui peut être remportée à la fois par des hommes et des femmes, à la fois par des sportifs et des non sportifs. Mais voilà, on n'a pas eu cette épreuve qui est pourtant mythique, et ça j'ai trouvé ça très dommage. À vrai dire, je ne sais même pas à quand remonte la dernière saison on n'avait pas eu cette épreuve. Donc voilà, c'était dommage de ne pas avoir eu du coup cette dégustation, au moins par exemple sur une finale d'épreuves comme on l'avait eu justement lors de l'île des héros. Donc voilà, c'est bien d'avoir un peu d'innovation, d'avoir des épreuves qui soient plus équilibrées, avec notamment des puzzles, des parties de réflexion, etc. Mais j'aime aussi Koh-Lanta pour justement ces affrontements physiques entre aventuriers. Certes, ça a plutôt tendance à favoriser un certain type d'aventurier, mais j'irais presque jusqu'à dire que justement les épreuves de logique ou les épreuves de puzzle peuvent favoriser un autre type d'aventurier. Donc finalement c'est bien d'avoir un peu de tout, c'est ça que j'aime dans Koh-Lanta, et je trouve que là on n'avait pas justement assez d'épreuves purement physiques, d'épreuves vraiment d'affrontement. On avait un peu trop d'épreuves justement qui faisaient plus voilà appel à de la réflexion, de l'adresse, de l'équilibre, etc., etc. Même si c'est des épreuves que j'apprécie aussi, je trouve que l'équilibre n'était pas toujours le meilleur justement entre ce type d'épreuves et les épreuves plus physiques, plus classiques de Koh-Lanta. Voilà, j'en ai presque plus dit sur les points négatifs que les points positifs, mais je trouve quand même cette saison réussie, donc ne vous laissez pas avoir par les temps voilà, où j'ai parlé. Forcément j'ai un peu plus détaillé dans les points négatifs, parce que je trouve ça intéressant et important pour voir un peu
les erreurs à ne pas commettre lors des prochaines saisons. Mais voilà, c'était aussi intéressant de développer ces points négatifs, parce que je pense sur les points positifs, il y a un peu moins de choses à dire, à part, bah voilà, c'était bien. Sur les points négatifs, on peut un peu plus développer, mais globalement, j'ai quand même bien apprécié la saison. Cela étant dit, on va parler un peu des différents aventuriers maintenant, et notamment des aventuriers qui m'ont plu et de ceux qui m'ont moins plu. Donc on va commencer par vraiment un peu mes coups de cœur de l'aventure, et je vais évidemment parler de la gagnante, Alexandra, qui est une très belle gagnante, je tiens à le souligner. Alors certes, sur le plan stratégique, ou même sur le plan social, elle n'a pas forcément été la plus performante, mais elle a tout de même fait les bons choix, je trouve, et surtout quand on voit d'où elle partait au tout début, où elle était vraiment au bottom de son équipe, où elle aurait été éliminée en cas de conseil vert. En tout cas, bon, on peut avoir quelques doutes vis-à-vis de Laurent, mais en tout cas, elle était soit la première éliminée, soit la deuxième éliminée dans l'équipe verte. Et je trouve voilà que c'était intéressant de la voir partir vraiment du bottom, et au fur et à mesure, notamment grâce à ses relations, elle qui pourtant est assez timide et avait beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres, notamment en s'ouvrant notamment dans l'équipe des jaunes, en s'ouvrant aux filles dans l'équipe des jaunes. On a vu qu'elle s'était beaucoup rapprochée de Lola Angélix, ce qui l'a vraiment portée jusqu'en finale. Elle s'est également rapprochée de Jodie, ce qui lui a permis de gagner un vote crucial qui aurait sans doute sinon été à Brice lors de la finale. Donc voilà, c'était quelque chose d'extrêmement positif de voir une aventurière comme Alexandra se transcender et aller jusqu'au bout, d'autant qu'elle a été assez impressionnante dans les épreuves, et pas que dans les épreuves de réflexion, hein, parce que pour rappel, elle a été également très performante dans plusieurs autres épreuves. Je pense notamment, si vous vous en souvenez, à l'épreuve où les aventuriers devaient garder les sacs au-dessus de leur tête, où elle avait été vraiment impressionnante. Donc c'était une épreuve par équipe, dans la phase justement où il y avait 2 équipes. Donc voilà, c'est une très belle gagnante pour moi, avec vraiment une personnalité unique, et j'étais très heureux de la suivre durant toute l'aventure. Parmi les aventuriers que j'ai également vraiment apprécié, il y a Brice. Pourtant je ne l'appréciais pas spécialement au début de l'aventure, mais au fur et à mesure vraiment de la saison, j'ai vraiment appris à plus l'apprécier, et je trouve que le montage ne lui a pas forcément rendu justice, alors qu'il a eu une très bonne aventure. Il a été sans doute l'un des plus performants sur le plan stratégique, notamment sur la fin de l'aventure, ce qui n'a pas été forcément montré, ou en tout cas bien montré par le montage, mais il a notamment mené la charge des 3 garçons, qui lui a permis de sauver sa place dans l'aventure et d'atteindre la finale. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bel aventurier, et que j'aimerais beaucoup revoir dans les prochaines saisons. Parmi les aventuriers également que j'ai apprécié, il y a Lola. Alors certes, Lola n'est pas forcément l'aventurière la plus attachante. J'ai préféré des aventuriers peut-être qui étaient plus sympathiques, comme Loïc sur ce plan-là. Mais Loïc, malgré le fait que je l'aime beaucoup, je trouve qu'il n'a pas assez joué le jeu, qu'il s'est un peu reposé sur ses alliances, et qu'il n'a pas assez été stratégique, qu'il a assez peu finalement mené de coups réellement intéressants. Donc voilà, je le mettrai moins en avant justement qu'une Lola, qui pour le coup, elle a été vraiment quelqu'un qui a pris son destin en main. Elle a commis des erreurs, certes, hein, notamment sur la fin de l'aventure, mais pour quelqu'un qu'on n'attendait pas, la voir à ce niveau-là, et pas seulement sur le plan stratégique, également sur le plan des épreuves, parce que certes on peut avoir voilà quelques protestations sur sa victoire au sac, mais toutes ces autres victoires, donc ces 3 autres victoires, hein, parce qu'en réalité elle n'a gagné que 4 épreuves, pas 5, hein, parce que la 5e c'était une épreuve par équipe, hein, donc je ne la compte pas dedans, mais du coup dans les 4 autres épreuves, dont une qui a été gagnée en binôme, hein, mais je la compte quand même comme une victoire individuelle. Dans les 4 autres épreuves, il y a donc l'épreuve des sacs, bon, sur lequel on peut voilà avoir quelques protestations sur sa victoire, mais toutes ces autres victoires sont vraiment méritées, et notamment l'épreuve des trapèzes, dont on a assez peu parlé je trouve, et sur laquelle elle a été bluffante, sur laquelle elle a battu une Alix qui est pourtant bien plus forte qu'elle. Alors certes elle est assez légère, mais malgré cela, elle a vraiment dû aller puiser au plus profond d'elle-même pour gagner cette victoire sur une épreuve de résistance qui est extrêmement difficile et qui fait vraiment appel à beaucoup de mental. Donc pour ça je lui tire mon chapeau, et pour moi c'est vraiment l'une des aventurières les plus performantes sur le plan physique dans cette aventure. Il n'y a vraiment aucune contestation possible. Parmi les aventuriers que j'ai bien aimés, qui sont partis malheureusement un peu plus tôt, je pense forcément à Bertrand Camel. Ce n'était pas forcément mon aventurier préféré, mais c'est un aventurier voilà qui a été très attachant durant le temps qu'il a été à l'écran. Forcément, bon, on est influencé par son destin tragique, mais même en dehors de ça, c'est un aventurier qui m'a vraiment beaucoup plu.
un aventurier qui était excellent sur le plan social, sans doute l'un des meilleurs de toute l'histoire de Koh-Lanta sur le plan social. Il était vraiment apprécié de tous, et à mon avis, s'il n'avait pas perdu sur l'épreuve éliminatoire, il aurait sans doute pu s'en sortir, malgré le fait justement qu'il était dans l'équipe rouge et donc dans l'équipe minoritaire. Il avait sans doute de quoi s'en sortir. Donc voilà, c'était vraiment un aventurier qui faisait l'unanimité et qui méritait vraiment cette mention de ma part. Également parmi les aventuriers que j'ai bien apprécié du début de l'aventure, je pense notamment à une Estelle. Alors Estelle que je trouvais au début vraiment en marge de sa tribu et pas très intéressante, pas très performante sur le plan social, même se mettant presque volontairement en retrait, ce qui était dommage, mais elle s'est vraiment transcendée à partir de l'épisode 3, l'épisode où justement elle a sorti son collier et a réussi à éliminer Diane, au lieu justement d'éliminer une Marie-France qui aurait été le choix de facilité. Elle a éliminé Diane. On a vu à quel point Diane pouvait être vraiment acerbe et beaucoup en vouloir justement à Estelle, mais c'était très bien joué de sa part. Ensuite, elle a vraiment eu une performance impressionnante sur l'épreuve des bambous, où vraiment elle a forcé, je pense, le respect de tous. Et elle est vraiment partie, je trouve, avec les honneurs. Donc c'était une aventurière, voilà, qu'on a assez peu vue, mais qui méritait une petite mention de ma part. Et puis également Aubin, un aventurier que j'aurais beaucoup aimé voir un peu plus longtemps. Certes, alors malheureusement sur le plan athlétique et physique, il n'était pas au niveau, et s'il veut revenir un jour dans Koh-Lanta, si on a la possibilité, il faudrait qu'il se mette un peu plus au niveau, sans doute sur le plan physique, parce que c'était un peu plus compliqué pour lui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été sorti. Mais on a vu que sur le plan social et stratégique, il était vraiment excellent, il avait une très bonne vision de jeu, il a réussi à trouver un collier en justement à force de réflexion et d'abnégation, et il l'a utilisé, alors peut-être pas de la meilleure des manières, mais en tout cas en faisant un coup spectaculaire et en sortant une grosse menace, à savoir Mathieu du jeu, et ça m'a beaucoup plu, j'ai vraiment été extrêmement surpris, comme je n'avais pas été surpris devant Koh-Lanta depuis pas mal d'années franchement, et c'était un énorme coup qui pour moi vraiment tire cette saison vers le haut, même si c'était un coup un peu sans lendemain et qui a sans doute participé un peu à le désigner comme menace aux yeux des autres et à l'éliminer quelques conseils plus tard. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très beau coup et qui méritait une mention justement dans cette partie des tops des aventuriers. Pour ce qui est des aventuriers que j'ai moins appréciés, alors là il y a assez peu de choses à dire, je dois l'avouer. Il y a assez peu d'aventuriers que j'ai trouvé réellement mauvais dans cette aventure, ou en tout cas qui se sont avérés être des erreurs de casting. Alors il y a plusieurs aventuriers qui m'ont un peu énervé, notamment après l'épisode d'Estelle, hein, et en particulier je pense à Diane et Jodie qui étaient particulièrement virulentes à l'égard d'Estelle. Alors peut-être que Brice et Dorian étaient également virulents contre elle, mais on les a moins vus, ils ont été plus sans doute protégés par le montage étant donné qu'ils allaient tous les deux assez loin dans l'aventure, mais en tout cas que ce soit Diane ou Jodie, vraiment leur sortie à l'égard d'Estelle ne les honore vraiment pas, et forcément Diane et Jodie sont deux aventurières que je n'ai pas particulièrement appréciées. Mais ce n'étaient pas des aventurières pour lesquelles j'avais des attentes. Là, ce à quoi je vais m'intéresser, c'est deux aventuriers sur lesquels j'avais certaines attentes et qui m'ont déçu. Je vais en mentionner également une troisième, même si elle ne m'a pas spécialement déçu, mais je vais quand même parler du fait qu'elle a été décevante sur son aventure. Mais pour ce qui est des deux aventuriers dont je parlais juste avant, il y a donc Samuel pour commencer. Samuel dont on n'a quasiment rien vu. Qui m'a beaucoup déçu déjà dès le premier épisode parce qu'il ne voulait pas se mêler à la stratégie, qu'il ne semblait pas intéressé par le jeu, et ça c'est franchement dommage pour quelqu'un justement qui est venu à Koh-Lanta. Je ne comprends pas ces joueurs qui viennent à Koh-Lanta pour ne pas jouer. Pour moi ça n'a pas d'intérêt. Le fait à la rigueur de ne pas vouloir trahir les autres, ça peut faire partie du jeu, mais le fait de carrément ne pas vouloir se mêler aux stratégies, de ne pas vouloir discuter du vote, on ne parle pas de vouloir trahir ou non quelqu'un, hein, juste de ne pas vouloir discuter du vote, en tout cas c'est ce qui nous en a été montré dans le premier épisode de cette saison, c'est franchement dommage, et j'étais très déçu pour le coup de Samuel de ce point de vue-là. Le deuxième aventurier qui m'a pas mal déçu, c'est Adrien qui nous avait vraiment été vendu comme le stratège de la saison, un peu comme Ahmad lors de l'île des héros.
Mais à la différence d'Ahmad, qui lui a vraiment dû se sauver par sa stratégie, parce qu'il n'était pas très bon sur le plan des épreuves, on a vu voilà un Ahmad qui était, je trouve, plutôt un bon stratège dans sa saison. Il a malheureusement vraiment été battu par plusieurs twists foireux de la production, et il faut le dire. Je pense que 80% des raisons de sa défaite justement et de sa sortie précoce sont liées à des twists foireux de la production ou à vraiment de la malchance, le fait que certains héros reviennent dans l'aventure après avoir été éliminés par lui. Mais dans tous les cas, voilà, c'était pour moi un plutôt bon stratège, quelqu'un d'intéressant qui était plutôt doué sur le plan social et stratégique. Par contre, Adrien, lui, a très mal joué et dès le début de la saison. On sent qu'il était vraiment là plus pour faire des coups stratégiques que pour réellement avancer et aller loin dans l'aventure. Et ça, c'est une attitude que je n'aime pas du tout, qu'on retrouve beaucoup dans les saisons récentes de Survivor, des gens qui sont là uniquement pour faire des coups stratégiques et pas pour réellement avancer dans l'aventure et faire des coups nécessaires pour aller plus loin. Là, c'est vraiment des gens qui veulent en épater la galerie et vraiment en mettre plein la vue des fans de stratégie, même s'ils sont peu nombreux en France, il y en a quand même. Et moi, c'est une attitude que je n'aime pas. Pour moi, un coup stratégique, bon, il peut certes avoir du panache, comme c'était le cas notamment du coup de Aubin vis-à-vis de Mathieu, mais un coup stratégique doit tout de même avoir du sens et vous permettre d'aller plus loin dans l'aventure. Si vous faites de la stratégie uniquement pour faire de la stratégie, comme l'a fait Adrien, et que cela vous met en danger, plus en danger que si vous n'aviez pas fait de stratégie, alors ça n'a aucun intérêt de faire de la stratégie. Dans ces cas-là, il vaut mieux faire comme Samuel et ne rien faire du tout et ne pas participer au jeu. Parce que toutes les décisions stratégiques qu'a pris Adrien durant son aventure ont davantage précipité sa chute qu'elles ne lui ont permis d'aller plus loin. Donc dans ces cas-là, franchement, c'est qu'on est un piètre stratège, et Adrien, il faut le dire, était un piètre stratège, donc je n'ai pas franchement envie de le revoir dans un All-Star, parce que pour moi, il n'est pas un bon stratège, contrairement à Ahmad qui lui a dû faire de la stratégie pour se sauver, même s'il aime la stratégie, et voilà, qu'il a pris vraiment des risques sur le plan stratégique qui n'ont pas payé. Voilà, c'était des risques qui avaient du sens. Le fait d'éliminer Teura, ça avait du sens à ce moment-là du jeu. C'était même plutôt une bonne décision stratégique. Donc autant Ahmad, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui devrait revenir dans un All-Star, et à mon avis reviendra parce que il est intéressant sur le plan stratégique, mais quelqu'un justement comme Adrien, pour moi, ne mérite pas de revenir dans un All-Star. Enfin, j'avais promis de parler d'une troisième aventurière, à savoir Adja. Et Adja, je dois l'avouer, alors certes, elle m'a complètement satisfait sur ce sur quoi je l'attendais, c'est-à-dire le fait d'être une grande gueule, de complètement assumer ses propos, d'être prêt vraiment à mal parler des autres, à trash talk les autres, à aller jusqu'à trahir les autres si elle avait besoin vraiment de trahir les autres pour aller plus loin. Donc sur ce plan-là du jeu, elle a vraiment été à la hauteur de mes attentes, même elle a dépassé, je dirais, mes attentes. Elle a été extrêmement divertissante dans toute la partie de l'aventure où on l'a eu, donc c'est-à-dire la première partie de l'aventure. Néanmoins, sur le plan physique, on pouvait vraiment attendre pas mal de choses d'elle. C'était une sportive professionnelle, sans doute a priori en dehors de Alix peut-être la femme qui semblait être la plus performante sur le plan physique, et elle a vraiment enchaîné les contre-performances. Alors certes, elle a eu quelques belles performances, je pense notamment sur l'épreuve des bambous, où elle a été très performante. Donc elle a eu quand même quelques épreuves où elle a pu se racheter, mais dans d'autres épreuves, elle a été franchement minable, notamment sur le parcours du combattant, où alors là, c'était vraiment catastrophique, sans doute l'une des pires performances sur un parcours de combattant de toute l'histoire du jeu. Donc franchement, la voir aussi peu performante, alors c'est sans doute dû au manque d'alimentation et à la faiblesse, et on sait justement que les sportifs de haut niveau, notamment depuis le choc des héros, peuvent avoir vraiment des difficultés à s'acclimater à l'aventure et au fait d'avoir beaucoup moins de nourriture, etc. Surtout pour des personnes qui sont plutôt musclées et qui sont habituées dans leur quotidien à beaucoup manger et à s'alimenter vraiment d'une certaine façon. Mais tout de même, malgré cela, la voir aussi peu performante, franchement, c'est vraiment problématique, je trouve, pour une sportive de haut niveau. Donc là-dessus, elle m'a un peu déçu. Pour finir, je vais vous parler des aventuriers que j'aimerais voir revenir dans un All-Star et des aventuriers que je pense voir revenir dans un All-Star. En fait, ces deux groupes sont un peu confondus, j'aimerais simplement faire quelques ajouts de personnes que je ne pense pas forcément voir revenir, mais que j'aimerais voir revenir. Alors, parmi les personnes qui, selon moi, vont revenir et que j'aimerais d'une certaine manière voir revenir, il y a tout d'abord évidemment Lola qui voilà
a prouvé vraiment sur tous les plans du jeu qu'elle était une excellente joueuse. Et en plus, comme elle n'a pas remporté l'aventure, voilà, son aventure a vraiment un goût d'inachevé, donc je suis à peu près certain que si elle le veut, elle reviendra dans l'aventure. Donc pour le coup, voilà, c'est pour moi le retour le plus évident. D'autant que Koh-Lanta, notamment dans ses saisons All-Star, a souvent du mal à faire revenir des personnages féminins intéressants. Et c'est l'une des forces de la saison, justement, d'avoir plusieurs personnages féminins forts et intéressants. Et donc avoir un casting de All-Star avec un très bon casting féminin, ce sera intéressant justement avec plusieurs femmes, selon moi, de cette saison-là, et notamment une Lola. Également sur le plan donc du coup féminin, Alix pour moi va revenir dans l'aventure, c'est à peu près certain. C'est une aventurière qui a été vraiment appréciée du public, qui était très forte physiquement. On a assez peu de profils ces dernières saisons vraiment à la Alix, et en plus son aventure a vraiment un goût d'inachevé. Elle est partie au binôme, donc là pour le coup je suis même certain de sa motivation pour revenir. Donc pour moi voilà, c'est à peu près certain qu'elle reviendra. Je pense même être quasiment certain de la revoir lors du prochain All-Star. Et également, alors une personne sur laquelle j'ai peut-être un peu plus de doutes, mais qui pour moi pourrait revenir, c'est Adja. Certes, elle est assez peu populaire, mais elle est vraiment un très bon personnage de villain, et on pourrait la revoir du coup dans une deuxième aventure. Alors, je suis un peu moins certain, mais je pense que c'est le genre de profil que la production pourrait rappeler. Si elle muscle un peu son jeu sur le plan sportif, je pense qu'elle pourrait être une aventure intéressante, même si on sait que sur le plan social c'est un peu compliqué pour elle. Je pense vraiment que voilà, c'est le genre d'aventurière qui pourrait revenir, même si pour le coup j'ai moins de certitude que pour les deux autres. Enfin, on a une quatrième personne, pour le coup que je ne vois pas forcément revenir, mais qui pourrait, tout de même si elle le veut, revenir dans un All-Star, c'est Alexandra. Alexandra, une aventurière accomplie, mais qui a remporté sa saison, et on sait que justement les gagnants en général sont un peu plus réticents à revenir dans l'aventure, surtout qu'elle est quand même une jeune maman, donc elle pourrait avoir quelques réticences à vouloir repartir, elle pourrait avoir quelques réticences également à remettre son titre en jeu, et puis finalement, je ne sais pas si la voir revenir serait très intéressant, parce que son arc narratif est finalement clos, hein. Elle est partie vraiment du bottom de son alliance, du bottom de son équipe, jusqu'à gagner l'aventure. Voilà, c'est un arc narratif qui est complet, qui est parfait. Et est-ce qu'on aurait vraiment envie de la revoir, sachant qu'elle ne pourrait finalement que faire moins bien que sa première aventure, puisque au final, même si elle remporte l'aventure, voilà, elle n'aura pas cet arc vraiment ascendant comme dans sa première saison. Elle sera beaucoup plus attendue que dans sa première saison. Donc voilà, je ne sais pas si ce serait forcément une excellente idée de la voir revenir. Et je pense que c'est dans le domaine du possible, mais pas forcément la personne la plus intéressante à voir revenir. Du côté des garçons cette fois, il y a plusieurs personnes que je vois revenir, et notamment Dorian. Alors ça peut surprendre parce que Dorian est quand même un aventurier que j'ai pas mal critiqué durant cette aventure, et qui n'était pas un de mes aventuriers préférés, mais pour le coup c'est vraiment la définition de la personne qui viendrait pour prendre sa revanche, parce que son aventure, malgré vraiment beaucoup d'attentes qu'on pouvait avoir, notamment sur le plan sportif pour cet aventurier, a été très décevante, et je pense qu'il était lui-même très déçu de son aventure, notamment la deuxième partie, la partie post-réunification, et pour le coup je suis à peu près certain qu'il reviendra dans l'aventure. Alors certes, je ne le vois pas revenir tout de suite, notamment lors du prochain All-Star, puisqu'il va être papa, et ça m'étonnerait qu'il parte justement sur Koh-Lanta pendant que sa femme accouche, ou durant les derniers mois de grossesse, ou peut-être après la naissance de son enfant, selon justement quand le prochain All-Star sera tourné. Mais pour un All-Star un peu plus lointain, je le vois vraiment revenir. Pour le coup, ça je suis à peu près certain. Même chose pour Brice également. Alors Brice, il a une aventure peut-être un peu plus accomplie, notamment dans la deuxième partie de son aventure, que celle justement de Dorian, mais malgré cela, c'est un aventurier qui a été très intéressant, qui s'est montré très intéressant sur la fin de son aventure, et qui en plus vraiment, on le voit, a une vraie passion pour Koh-Lanta, qui a échoué vraiment tout près du but. Donc là je le vois vraiment revenir, mais pareil que pour Dorian, je mettrai un petit bémol sur le fait qu'il vient d'avoir un enfant, et que donc il ne serait pas forcément dans le prochain All-Star, mais je le vois revenir peut-être dans un All-Star ultérieur. Enfin, évidemment, Loïc, et lui pour le coup je le vois vraiment participer au prochain All-Star. Sans doute pas l'aventurier le plus intéressant, mais un aventurier très sympathique, plutôt performant dans les épreuves, avec des vraies capacités également en survie. C'est quand même assez rare de nos jours, on a assez peu d'aventuriers voilà, qui sont
vraiment habitué à la nature et à vivre en pleine nature. Donc ça c'est voilà sans doute l'un des aventuriers qui a le mieux géré son koh notamment grâce à cela. C'est un aventurier qui est très jeune également, qui est très mature pour son âge. Donc voilà, c'est vraiment le genre de candidat qu'on va revoir à mon avis, pas seulement dans un All-Star, mais probablement dans plusieurs retours s'il le veut. Je le pense très motivé pour justement aller plus loin. Il est vraiment l'un des chouchous du public. Il n'a pas remporté son aventure, mais était tout proche de le faire. Donc il a vraiment toutes les caractéristiques pour revenir dans koh, et pour moi, il sera dans le prochain All-Star. Enfin, j'aimerais faire quelques petits ajouts personnels. Alors c'est des personnes que je ne vois pas nécessairement revenir, mais qui pour moi mériteraient potentiellement un retour. C'est deux personnes qui ont été éliminées tôt dans l'aventure, j'en ai déjà parlé. Ce sont donc Aubin et Estelle. Alors Estelle, j'ai tout de même assez peu d'espoir de la voir revenir, mais c'est un profil qui est quand même extrêmement intéressant. On a assez peu d'aventurières comme ça, doyennes, qui ont un profil aussi intéressant qu'elle, un profil sportif, un profil voilà de personnes qui n'a pas peur forcément de jouer le jeu et de faire de la stratégie. Donc le seul profil que je vois un peu de cet ordre-là, ce serait Maud, mais Maud a quand même déjà gagné sa saison et avait vraiment beaucoup souffert durant son aventure, donc je ne suis pas certain qu'elle soit forcément partisane de revenir, ou en tout cas dans l'immédiat. Donc une Estelle pourrait avoir ce profil intéressant, d'autant qu'elle a eu un arc intéressant, mais forcément incomplet dans ce koh, puisqu'elle n'a pu justement évoluer que durant 4 épisodes durant cette aventure, 4 épisodes durant lesquels elle a quand même démontré beaucoup de choses, donc moi je serais vraiment très intéressé de la voir revenir. Le deuxième aventurier évidemment c'est Aubin, Aubin qui voilà bon a été peut-être un peu décevant sur le plan physique, mais au-delà de ça a été je trouve très bluffant sur le plan stratégique et le plan social du peu qu'on en a vu, et c'est vraiment un aventurier que j'aimerais beaucoup revoir. Je pense que c'est un fan de koh et qu'il aimerait également beaucoup revenir. Donc pour le coup, même si je le vois assez mal revenir dans un All-Star, même si ce n'est pas exclu, je serais vraiment partisan de le voir revenir peut-être dans une forme de koh seconde chance, où voilà, il mériterait sans doute d'essayer de voir ce qu'il pourrait prouver dans un All-Star et donc peut-être d'aller plus loin dans l'aventure. Voilà, c'est tout pour ce très long bilan de la saison. J'ai encore énormément parlé, mais voilà, c'était intéressant de voir un peu les forces et les faiblesses de la saison et de voir les aventuriers intéressants de cette saison qui reviendront peut-être dans un All-Star. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été les aventuriers que vous avez préférés durant cette saison, ceux que vous avez moins aimés, ce que vous avez pensé d'ailleurs de cette saison en général, quels sont pour vous les points positifs et négatifs de la saison. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Je vous invite vraiment à vous abonner parce que plusieurs vidéos que je pense assez intéressantes vont sortir dans les prochaines semaines ou les prochains mois sur la chaîne. Ce sera un peu l'occasion d'attendre la prochaine saison de koh, voilà, avec plusieurs vidéos justement sur des saisons un peu plus anciennes de koh et pour explorer un peu différentes saisons un peu plus anciennes de koh. Donc je vous invite, si vous ne voulez pas rater tout ça, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous.